Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir avec nous pour assister à cette conférence. Je m'appelle Franck Guillory et je travaille pour McCann, McCann World Group en France, et je suis chargé de vous présenter nos deux intervenants ce soir. Donc sur votre gauche, Bruno Talent, CEO et président de McCann World Group en France, et sur votre droite, Éric Bertin, directeur général adjoint en charge de la stratégie, qui est également sémioticien et qui, à ce titre, est enseignant, notamment à Sciences Po Paris. Alors, McCann World Group en France, c'est donc une filiale de McCann World Group Monde. McCann World Group France, en France, comme dans plus de 100 pays dans le monde, c'est un bouquet d'agences. MRM Paris, McCann Paris, MRN McCann, Future Brand, Weber Chandwick, M-Stories. Un bouquet d'agences qui, à L5, couvre l'ensemble des disciplines de la communication. Création publicitaire, communication corporate, brand content, stratégie digitale, stratégie sociale et également relations publiques. Nos clients, vous les connaissez, L'Oréal Paris, historiquement, également Mastercard, Nespresso, beaucoup d'autres, et notamment l'Olympique de Marseille. Notre conviction est la suivante. Quand les crises rôdent, quand le monde confronté à des transformations sans précédent, transition énergétique, révolution technologique, qui pourrait conduire elle-même à des soubresauts géopolitiques dont on peine encore à imaginer l'ampleur. Quand, à ce moment-là, il y a une demande de sens, le monde est en quête de sens, les gens, les individus remettent en cause les systèmes d'information, la parole officielle, et créent leur propre système d'information. Alors, dans un tel contexte, il est essentiel de dire la vérité, et cette vérité, il faut la dire comme elle n'a jamais été dite. C'est précisément ce que nous faisons pour nos clients. Nous plongeons au cœur de la réalité, nous allons inspecter leur ADN afin d'identifier le bon message qui leur permette de remplir le rôle qui est désormais incontournable pour une marque et pour une entreprise, à savoir de donner du sens, pas seulement de délivrer des produits et des services à leurs clients, mais également d'être porteurs de sens. L'objet de la conférence ce soir, le titre, le modèle américain de management, un vecteur d'influence. Je laisse la parole à Éric et Bruno. Merci France. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Donc, on va commencer. Je vais faire un petit mot d'introduction et effectivement placer la domination américaine à partir du choc, donc de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où à cette époque-là, et depuis cette époque-là, on peut considérer qu'elle est incontestable. Elle a même valu au XXe siècle d'être appelée le siècle américain. On a parlé d'empire américain dans ces grandes époques. L'Amérique reconnue comme première source de capitaux au monde, reconnue comme le producteur des produits manufacturés les plus sophistiqués dans le monde, à l'origine des principales avancées technologiques. Et c'est une domination, effectivement, qui s'étend sur cette époque-là, au lendemain de la Deuxième Guerre, qui s'étend sur l'ensemble des domaines, qu'ils soient financiers, qu'ils soient culturels, qu'ils soient idéologiques, qu'ils soient sociétaux, et qui s'étend évidemment dans le monde de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à cette période, certains questionnent, évoquent même la fin de cette hégémonie américaine. Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'une chose qui est certaine, c'est que le monde a effectivement changé, il est devenu plus complexe, il est devenu plus pluriel, il est devenu une certaine forme, un certain sens de multipolaire. Et en tout cas, l'écart qui pouvait exister dans ces années-là entre les USA, les États-Unis et les grandes régions du monde, c'est pour le moins réduit, et l'avantage qui pouvait apparaître comme étant particulièrement clair à cette époque-là n'est plus aussi clair qu'aujourd'hui. Néanmoins, on peut dire que la persistance de la domination américaine dans le monde
de l'entreprise, elle demeure réelle. Et d'où, nous, représentants ou acteurs de l'entreprise caractère privé, d'où notre intérêt pour ce sujet, je dirais un peu en parallèle à nos activités beaucoup plus futiles ou amusantes ou plaisantes, qui sont effectivement d'essayer de divertir les gens par des publicités ou des actions de communication sympathiques et drôles. Et donc, c'est un peu sous cet angle-là qu'on est rentré dans le sujet, et en essayant effectivement de le regarder à travers notre expérience propre, nous, de cadres dirigeants et d'acteurs d'une entreprise américaine, d'un groupe créé en 1912 aux États-Unis, qui est devenu mondial à partir des années 20, et qui finalement aujourd'hui même peut revendiquer présence ou en tout cas un statut d'entreprise globale. Et effectivement, nous, pourquoi on s'est intéressé à ce sujet avec Eric, et beaucoup Eric également, parce qu'on est en permanence dans notre quotidien confronté à cette tension permanente entre l'influence américaine, que ce soit d'ailleurs sur notre mode de management, et c'est plutôt sous cet angle-là qu'on va passer ces moments ensemble, mais aussi sous la façon de travailler pour les marques. Et donc cette tension entre l'influence américaine et puis les nécessaires prises en compte des caractéristiques locales ou régionales avec lesquelles il faut composer. Donc ce qu'on a fait, on va voir un petit peu ce sujet, on va traiter celui sous l'angle de la réflexion, mais également sous l'angle aussi du partage de témoignages, d'expériences un peu plus empiriques, un peu plus pragmatiques, issus de notre quotidien et de nos pratiques régulières. Bonjour à tous. Oui, ça marche. Oui, donc comme disait Bruno, en fait, vous allez voir, c'est peut-être un petit peu décousu, mais cette conférence, pour nous, c'est évidemment pas une conférence sur la théorie du management. Vous avez des tas de gens très compétents pour faire ça ici. Néanmoins, on a quand même utilisé quelques éléments de cadrage qui ne sont pas forcément que liés au management, mais aux problématiques culturelles, pour interpréter l'évolution de ce modèle d'influence. Et avec en grosso modo deux grandes parties qui vont de la domination explicite jusqu'à l'influence à travers différentes formes. Et comme fil rouge, parce qu'il faut bien un corpus quand même, comme fil rouge, on a interviewé le président monde de McCann World Group, qui est donc notre patron, on va dire, qui dirige donc cette entreprise qui s'appelle McCann World Group, qui est une entreprise de 21 000 salariés, présente dans une centaine de pays, donc véritablement une entreprise globale, avec néanmoins un quartier général aux États-Unis, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Donc, pour nous, c'est finalement un terrain, on va dire, qui peut être assez représentatif, justement pour proposer quelques réflexions sur la nature de ce modèle d'influence. Et quand on parle de modèle d'influence, alors c'est évidemment c'est une hypothèse, hein, mais on parle bien on ne s'intéresse pas au management spécifiquement, mais plus généralement au concept de management d'entreprise, c'est-à-dire de conduite d'une organisation et de conduite d'une action organisée. Alors, on va vous passer quelques extraits de cette interview qu'on a réalisée avec Harris Diamond, et on va vous proposer quelques petites réflexions autour de ça. Voilà, donc c'est lui, Harris Diamond. Oui, c'est pas du tout un nom de scène, hein, il s'appelle vraiment Harris Diamond. Alors, premier extrait. C'est avant, peut-être. I believe that there is an approach that American corporations have been able to take advantage of. One is because we have been a country of immigrants, we are probably much more comfortable working in other countries, having leaders from other countries, having people basically be culturally sensitive to other countries because almost all Americans come from someplace else. So at the end of the day, our openness has always helped us and has allowed us to be much more receptive and understanding of other countries.
I think the other area that we have basically been able to take advantage of as Americans is thematic approach to how we think of the world, which comes from really our history, which is "Go west, young man" was a famous saying when people were looking for opportunity. And it obviously meant go from the East Coast to the West Coast and find your fortune. So Americans are comfortable also in basically moving and basically going to other countries, other regions of the world, building businesses. I think if the key question is entrepreneurism, willingness to take risk, and willingness to find new markets, that is going to become what will make people successful in the future. And I think that is no longer held only by Americans. Donc on va pas faire une explication de texte, hein, mais on voudrait simplement prendre quelques éléments de ce début d'intervention qui nous semblent être assez intéressants parce qu'ils illustrent ce on pourrait dire un modèle qui est fondé sur une idéologie, une certaine idéologie de la réussite. Alors je reviens à ce fameux, ce sorte de proverbe en fait, hein, Go West, young man, Go West. Alors, si on fait une sorte de petite approche un peu empirique, ce qui est intéressant derrière, c'est et on le voit, c'est assez, c'est pas besoin d'être un grand clerc. Hein, on voit on sait que l'esprit pionnier américain, c'est pas seulement un mythe fondateur, c'est pas seulement un grand récit fondateur, c'est une véritable matrice conceptuelle qui oriente très largement une certaine vision du monde et un mode d'agir dans des tas de domaines, soit le domaine économique, politique, diplomatique, les productions culturelles et autres. Donc, ce qui est dans cette phrase qu'il cite, il y a vraiment cette idée que cet esprit pionnier qui est fondé vraiment sur un impératif de progression continue et de volontarisme, il est à l'œuvre dans le modèle américain de la conduite des entreprises. Et dans cette vision-là, le mouvement et le progrès, aux deux sens du terme, sont vraiment intimement liés. Donc on voit à quel point ce mythe de la culture de pionnier est extrêmement importante, puisqu'il y a dans cet univers mental, il n'y a pas d'obstacle infranchissable, il n'y a que des opportunités. Hein, et on le sait tous, opportunité est un terme de la langue américaine du management qui s'est diffusé à des tas de domaines différents. Donc cette espèce de volontarisme téléologique, vraiment orienté vers une finalité, et qui place tout le reste sous la dépendance de cette finalité, se manifeste très souvent par des tas de formules qui parsèment le lexique du management d'entreprise, des formules qui ont souvent une valeur un peu incantatoire. Vous en connaissez certainement. Il y en a une qui est très intéressante, c'est « Failure is not an option ». Je dois la voir quelque part. Voilà. Donc « Failure is not an option ». Et fait partie de ces mots d'ordre de la culture américaine, cette culture pionnière, mais qui à la base fait partie du grand récit national de la NASA, mais qui en fait a été ensuite importé dans les entreprises comme une espèce d'impératif de retourner chaque obstacle en réussite potentielle. Il y a aussi un aspect qui illustre assez bien cette situation-là, c'est que les collaborateurs des grandes entreprises américaines, type Procter & Gamble par exemple, voient leur mode de pensée et d'action complètement gouverné par ce qu'on appelle le problem solving. C'est un petit peu, ça relève du même esprit. Hein. C'est que chaque agent dans une organisation de ce type-là est censé apporter des solutions à des problèmes.
Et de manière très intéressante, alors ça se traduit de façon très concrète dans le management, là pour le coup, c'est-à-dire la gouvernance entre les hommes. Un collaborateur, pour être constructif et pour avancer justement sur cette idée de progression, il doit pas présenter à son manager des problèmes. Il doit présenter des solutions, même si parfois la demande est impossible. Hein. C'est en ça que ça peut avoir une dimension, une dimension incantatoire. Alors le point corollaire de ça, de cette idéologie de la réussite et de sa très très grande diffusion, c'est que c'est un modèle qui est fondé sur le pragmatisme et le réalisme. Et donc, évidemment, ça a favorisé une diffusion sans équivalent. Donc, c'est une vision qui fait prévaloir l'efficacité comme une valeur opératoire. Hein. Et donc, ce pragmatisme qui se présente, qui est tourné vers la seule efficacité, il se présente comme une vision naturelle et qui est dénuée d'a priori. Donc, c'est une sorte de nécessité. Et au fond, c'est ce qui révèle sa dimension idéologique. C'est à partir du moment où c'est naturalisé, c'est-à-dire ça s'impose comme une nécessité, sous l'impératif du pragmatisme, c'est de cette manière qu'il faut penser une action organisée et collective pour arriver à un résultat efficace. À partir de ce moment-là, on peut commencer à parler d'idéologie, puisque ça progresse et c'est à l'œuvre finalement, sans véritablement que ce soit questionné, ou en tout cas que ça se revendique comme tel. Alors un autre point intéressant de ce discours et de cette vision, c'est une forme c'est un modèle qu'on pourrait appeler fonctionnaliste. Donc là, pour le coup, c'est une opposition de la théorie du management entre une organisation fonctionnaliste, profondément américaine, et une organisation personnaliste, donc plutôt latine ou plutôt française. Dans ce modèle positif américain, évidemment, c'est une organisation fonctionnaliste. L'organisation, les autres sont considérés comme des données, comme des entités qui existent par elles-mêmes, et on s'intéresse moins à l'association de personnes. Donc, ce qui nous a semblé intéressant et qu'on peut mettre un peu en perspective avec ce qu'on vit, hein, c'est que la caractéristique de ce modèle d'organisation fonctionnaliste, c'est que la source d'autorité, elle est localisée beaucoup plus dans la fonction et dans le rôle que dans l'individu. Donc finalement, le modèle un peu d'incarnation d'une figure charismatique dans le rôle de leader, c'est beaucoup plus finalement du côté d'organisation française ou d'autres pays, mais en tout cas, ça ne fait pas du tout partie de l'idéologie du management américain. Alors évidemment, il y a des tas d'exceptions, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est on va dire le centre de gravité de cette pensée managériale. Elle valorise beaucoup plus finalement la fonction et le rôle que l'autorité et le prestige d'un seul. Donc les relations entre les supérieurs et les subordonnés sont vécues de manière un peu plus impersonnelle, on va dire. Et ça autorise par exemple à court-circuiter les logiques de hiérarchie en fonction des projets et en fonction des tâches. Il y a un modèle pas seulement dans la littérature managériale, mais dans la pratique de la conduite d'entreprise extrêmement répandu, américain d'origine, mais dont je peux vous assurer qu'il est utilisé très très largement dans des tas d'organisations du monde, c'est ce qu'on appelle le RASKI. Donc le RASKI, c'est un mode de gestion de projet, de prise de décision qui est lié aux objectifs, en fait. Donc on voit qu'il y a plusieurs rôles
5 rôles dans un projet. Donc la personne qui est responsable du projet, la personne qui est accountable, c'est-à-dire qui devra rendre des comptes sur ce projet, la personne qui est support, donc qui devra fournir un effort de production, qui sera mobilisé pour certaines tâches en fournissant un effort de production, qui peut être intellectuel ou autre, la personne qui sera consultée, donc qui apportera une expertise sur ce projet, et la personne qui sera informée. Donc dans ce système-là, le rôle opérationnel prévaut sur le rôle hiérarchique. Et donc, chaque participant est amené à jouer un rôle qui ne reflète pas nécessairement sa position hiérarchique. Donc ça illustre vraiment de manière très concrète cette vision de l'entreprise où finalement, cette espèce d'optimisme tourné vers une action efficace s'incarne dans un mode organisationnel où des gens peuvent être amenés à jouer des rôles plus importants ou moins importants que leur position hiérarchique. Alors, je vais un petit peu avancer maintenant, parce qu'on pourrait citer d'autres exemples, mais ce modèle très pragmatique américain, il a exercé, et il exerce encore une fascination très grande sur les entreprises et sur les organisations françaises et d'autres pays. Néanmoins, au cours de son évolution, il y a un autre aspect qui nous a semblé très intéressant dans cette influence qui perdure, c'est, et on a appelé ça finalement un instrument du soft power américain, c'est l'autorité sur la langue. L'autorité sur la langue et sur la pensée du management. Alors, je sais que ça n'est pas l'apanage du champ managérial et d'entreprise, mais néanmoins, dans le champ de la conduite d'entreprise, ça a des effets extrêmement importants. Donc tout d'abord, évidemment, le champ académique du management, il reste encore dominé par des grandes références américaines, que ce soit des écoles, des publications, des classements, des enseignants. Donc il y a évidemment une école américaine qui a dominé la réflexion et l'enseignement, qui reste encore très importante, même si on le voit dans les classements. Ce ne sont pas toujours les établissements américains qui dominent. Je reviendrai sur cet aspect-là. Mais il y a un aspect qui est assez important, c'est que la pensée originale du management, elle est née dans les universités américaines et en particulier à Harvard. Harvard, en fait, a initié, a développé le modèle de l'analyse stratégique. Et ce modèle de l'analyse stratégique, il fait de l'analyse concurrentielle le premier concept, un des concepts un peu natifs de la stratégie d'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce point de référence-là, ça installe durablement un mode de pensée qui est fondé sur des rapports de rivalité et d'affrontement entre des acteurs qui sont transformés en adversaires. Et finalement, alors, on sait pourquoi, hein, bien sûr, parce que cette théorisation de l'action stratégique en entreprise, elle s'est fondée sur une importation assez peu adaptée de concepts issus de la stratégie militaire et guerrière. Et ça a des conséquences qui sont considérables, même encore aujourd'hui. C'est pas seulement une question de vocabulaire, c'est-à-dire que ça a entraîné une focalisation de l'action stratégique, de l'action organisée sur un concurrent qui est vécu comme un adversaire. Alors je reviendrai sur ce point-là un petit peu après, parce que ça n'a pas que des conséquences sur un premier point qui est la focalisation des organisations sur un rapport d'affrontement avec l'extérieur, mais ça conditionne aussi, dans une certaine mesure, l'action à l'intérieur des organisations, une espèce de polémisation, en fait.
Alors, je reviens sur les classements. Évidemment, l'influence américaine est très forte dans les classements. De grandes universités américaines dominent toujours la scène, font office de référence. Mais derrière les noms, il y a c'est pas seulement qu'ils ont les premières places, c'est qu'il y a une politique de recrutement des étudiants et des enseignants qui est là aussi férocement concurrentielle. C'est-à-dire que cette vision de l'action d'un jeu stratégique finalement qui est extrêmement polémisé et polarisé sur l'adversaire influence évidemment le champ académique. Alors, plus que les classements, il semblerait que l'influence, elle se lise aussi dans l'imposition des standards US au système de l'enseignement supérieur, donc dans tout ce qui relève de la business administration. Et on voit certains indices, mais ce sont des indices que évidemment vous connaissez tous, qui témoignent un peu de cette influence linguistique, donc culturelle, à travers notamment la masterisation du système d'études supérieures. Et puis, par extension, cette espèce d'idéologie concurrentielle, elle imprègne aussi l'évolution de l'enseignement supérieur, dominé notamment par une logique de demande, avec l'enseignement à la carte, l'évaluation, une très grande place accordée à l'évaluation des enseignements par les étudiants. Alors, faut que j'avance. Ouais. Voilà, un point, une petite, un petit point là sur la langue, qui reste un instrument privilégié de ce qu'on a appelé une sorte de crypto-influence du modèle américain. Ce qui est important, c'est que là aussi, c'est un instrument de domination, cette langue du management, qui est d'autant plus importante qu'elle est naturalisée. Et évidemment, on sait que la langue, c'est pas seulement un vocabulaire. La langue, elle donne forme à des concepts qui sont ces concepts du management américain. Et par ce vocabulaire, donc, elle diffuse une vision de l'action organisée en entreprise. Donc, c'est là qu'on revient un petit peu à Harvard. La langue anglaise, elle a diffusé une conception très guerrière, très polémologique de l'action stratégique et de la pensée stratégique en entreprise à travers ce lexique guerrier qui constituait une sorte d'importation du concept de stratégie. Donc, avec une idée finalement basée sur un schéma assez simple, c'est la présence d'objectifs à atteindre qui nécessitent des choix pour lesquels il faut mobiliser des ressources, et ça au détriment de forces concurrentielles. Donc, on a tout un lexique guerrier qui s'est imposé, qui impose une vision conquérante de l'action en entreprise, une vision conquérante qui est organisée et planifiée en vue d'un objectif à atteindre. Et c'est là que l'action à l'extérieur rejoint l'action à l'intérieur. C'est les mêmes concepts qui sont utilisés. Donc on parle en permanence de briefing, de target, de campagne, d'action plan, weapons, strategy, objectives, opportunities, threats. Donc toutes ces séquences, en fait, elles mettent elles mettent au cœur de la stratégie d'entreprise une pensée planificatrice. Cette pensée planificatrice, elle a pour but de limiter l'incertitude. C'est là qu'il y a une analogie avec la pensée stratégique militaire. Donc il y a eu une importation un peu littérale. Et de la même façon que la stratégie militaire, elle planifie l'action, elle planifie les ressources pour limiter l'incertitude, eh bien, l'action stratégique en entreprise, elle tend à faire ça, un peu de la même manière.
Alors, il y a un concept un concept opérationnel de management d'entreprise qui reflète cette évolution. C'est le concept de process, qui est un exemple pour nous qui est assez intéressant parce qu'il a une diffusion extrêmement large. Toutes les entreprises l'utilisent, évidemment. À l'origine, le terme désigne un procédé industriel de fabrication de produits. Et très vite, il s'est étendu dans le langage du management à l'ensemble des étapes qui permettent d'aboutir à un certain résultat. Et donc, à travers le concept de process, la langue américaine a diffusé une sorte de modèle d'action collective rationalisée. Donc, à nouveau, c'est une vision qui dépersonnalise l'action et qui l'objective au service du collectif. Alors, on pourrait multiplier l'inventaire des termes anglais managériaux. En termes d'expérience et de pratiques concrètes dans notre quotidien, c'est vrai que c'est intéressant de voir même la façon dont, d'un point de vue managérial, on est piloté. C'est-à-dire que l'ensemble des outils de mesure de la performance de nos organisations et de nos business sont mesurés et selon des outils très processés, mais qui ont des noms, la terminologie américaine, et qui sont les mêmes dans l'ensemble des pays du monde et qui servent à évaluer, à piloter, à gouverner, je dirais, l'ensemble des pays. Donc on parle d'un point de vue plus opérationnel d'initial plan, donc c'est un business plan que vous faites en amont, de final plan, c'est le business plan qui a été revisité un mois après, puis après on parle de profit plan, c'est l'évolution du suivi des profits, et on peut multiplier je dirais presque à l'infini ces termes, qui sont des termes qui finalement processent les modes de travail des différents pays au sein d'un groupe et qui permettent de suivre et de gouverner et d'évaluer la performance de chacun d'entre nous. Ce qui, on peut peut-être enchaîner toujours sur la notion de la langue, où finalement on a... Finalement, en France, il y a toujours des exceptions culturelles ou des exceptions managériales, mais c'est vrai qu'il était de tradition, de bon ton, de citer en exemple des entreprises comme Michelin, par exemple, ou AXA, qui pendant très longtemps ont refusé le diktat de la langue anglaise comme outil de pilotage de l'ensemble de leurs organisations et imposé le français comme langue de coordination et langue de pratique au sein de l'entreprise et au sein de tous leurs managers, ce qui impliquait quand même certaines contraintes, qui dans certains recrutements dans certains pays, il fallait que les gens parlent le français, mais l'anglais était interdit dans les rapports de coordination entre les pays. Puis finalement, même ces derniers pays qui ont, entre guillemets, d'une certaine manière résisté, finalement, ces derniers bastions ont un peu sauté les uns après les autres, et l'anglais est utilisé de manière assez courante et assez pratique, et c'est plutôt le français qui devient nice to have, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours maintenant un obligatoire ou un prérequis pour certains pays. Et c'est intéressant de voir finalement, voilà, cette résistance, elle a duré jusqu'à un certain moment où de toute façon aucune des digues ne peut résister. Et on arrive à des situations assez ubuesques. On en a même vécu une récente chez une des grandes entreprises dont le logo figure sur cette slide, très récemment. Et on se retrouve à faire une réunion où finalement on est 15, il y a 14 Français et une personne qui est d'origine anglo-saxonne. On fait la réunion en anglais. Ce qui ne veut pas forcément dire que les 14 autres sont totalement bilingues, mais voilà, donc tout le monde parle en anglais, donc personne n'utilise, à part une personne, sa langue première. Et puis finalement, quand cette personne s'en va, parce qu'après il y a d'autres personnes qui rejoignent la réunion, et on se retrouve avec 14 Français, sans le savoir et sans s'en rendre compte, on va continuer à faire la réunion en anglais pendant 10, 15 minutes, et puis au bout d'un moment, on se regarde, on s'interpelle, on se dit, mais normalement, on se parle en français entre nous, et on rebascule sur la langue, et on arrive à des situations de ce type-là, où effectivement, mais finalement, et c'est là où cette notion de normalisation est intéressante, c'est que finalement, au-delà même de l'oral, l'écrit est le système transversal, où de toute façon, dans ces grandes organisations, qu'elles soient françaises ou non françaises, mais dès lors qu'elles sont internationales, tout l'écrit est en anglais.
C'est-à-dire que même quand on présente des choses, des documents, quand on s'écrit entre Français, les écrits vont être proposés, les présentations sont toujours écrites en langue anglaise, avec plus ou moins de bonheur pour certains d'entre nous, mais bon, elles sont écrites en langue anglaise, et on peut parler en anglais ou en français sur des slides qui de toute façon sont en anglais. Il y a une espèce d'intériorisation de la domination linguistique dans des situations comme celle-ci. Et nous, on a pu observer aussi dans ces entreprises des sortes de, comment dire, des stratégies un peu de subversion de cette domination en parlant volontairement un mauvais anglais. Ça, on le constate très très souvent. Dans ces très grandes entreprises, il y a des postes de responsabilité, mais vraiment très élevés, où à partir d'un certain niveau, les gens s'affranchissent de la nécessité justement de souscrire au code, de s'exprimer en anglais de façon très correcte. Et donc ils le font comme ça, de manière très... C'est presque l'accent, pas uniquement en français, me concernant, mais l'accent quand on parle anglais, qui devient l'élément finalement d'exprimer sa différence dans cette normalisation, dans ce système un peu dominant, où effectivement on doit tous parler anglais, mais certains où avant on essayait toujours, alors c'est particulièrement vrai pour les Français, de cacher un accent d'origine française pour essayer de prendre plus ou moins un accent anglo-saxon. Il y a finalement un mouvement inverse qui est de dire, ok, on va parler anglais, mais on va exagérer nos traits identitaires à travers un accent très forcé en français ou en italien par exemple. Ça marche beaucoup pour les pays latins. Alors peut-être pour terminer rapidement, parce que je vois que l'heure tourne et il faut qu'on puisse discuter un petit peu. Bon, là c'est plus vraiment des réflexions comme ça de prospective sur le devenir de cette influence. Et bon, il semblerait qu'on passe vraiment de la domination à l'influence et que finalement ce qui change un petit peu la donne, ce qui a changé un petit peu la donne ces dernières années, c'est qu'on est passé d'un modèle américain à un modèle globalisé. Et ce modèle globalisé, au fond, c'est quand même en grande partie, en tout cas dans la conduite d'entreprise et dans les stratégies de management, c'est d'une certaine manière une continuation de la domination sur un mode plus implicite et plus dissimulé, sachant que les organisations restent assez semblables au fond, avec peut-être quand même des éléments d'évolution. Le premier, c'est un peu comme l'Empire romain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les provinces sont très fortes et il faut rentrer dans une logique d'adaptation à des centres qui deviennent eux-mêmes très forts. Donc là, je pense que le modèle américain, sa force aussi, c'est justement ce pragmatisme. Et donc ce pragmatisme l'amène à négocier des marges d'autonomie, parce que cette autonomie est la condition de la poursuite de ce mode d'organisation. Et ça, on le voit beaucoup dans les modèles les clients avec lesquels on travaille et nous dans notre entreprise, on voit bien cette nécessité de prendre en compte les réalités locales. Alors, on a le deuxième extrait de Harris. You know, I have 21,000 employees throughout the world, and they come from lots of different countries and lots of different regions. I like to think that when we come together and work on behalf of our clients, we work as one organization. But the reality is we also work with different backgrounds. We view information differently. We think about things slightly differently. We're all proud of our heritages. We all want to see different things, but pretty much the same things for our families, which is the opportunities. But we also have to respect and understand that different countries are at different places with respect to appreciating different values. And so as a global organization, what you want to make sure is you recognize the differences, you celebrate the differences, and you also make sure that the differences are understood such that you can achieve whatever purpose the corporation has. At McCann, I think we do that. We basically focus very strongly on making sure all of our people understand how much we value them. We also how much we respect them and how much we recognize the differences.
But at the end of the day, a corporation that has values, stands by its values, and believes in its values on a global basis, I think is a corporation that can succeed. And I like to think that that's how we focus. Voilà, donc c'est un peu l'intégration, la prise en compte des réalités locales, hein, des contextes un peu spécifiques, pour atteindre les objectifs d'une organisation qui reste une organisation dans le mode qu'on a un petit peu décrit. Alors, l'évolution peut-être qu'on est en train de constater, c'est donc nous ce qu'on veut souligner, c'est quand même cette capacité de ce modèle-là à la lumière de la globalisation, qui a vraiment cette capacité de s'adapter, de muter quand même. Et l'étape qui va peut-être se produire dans les prochaines années, qui a déjà commencé, on pourrait dire que c'est le passage d'une organisation à un organisme. Donc ce modèle qui était quand même très structurant, à travers les mutations technologiques, à travers l'évolution d'une société avec cette fameuse génération des millennials qu'on peut caractériser de tas de manières, mais qui est en tout cas très fortement caractérisée par une montée en exigence très forte, des exigences individuelles très fortes et un individu assez critique. On voit se dessiner des modèles d'entreprise qui vont devoir, plutôt que d'accueillir des collaborateurs dans une organisation qui formate, l'entreprise aura plutôt la nécessité de se reformer, de se reconfigurer autour d'individus qui viendront travailler un peu à la carte sur des modes de collaboration qui pourront être très variables d'un individu à l'autre. C'est un modèle un peu d'anticipation, mais on sait par différentes études qu'à l'horizon de 2030, 50% des jeunes Américains ne voudront plus travailler dans une grande entreprise, donc dans une organisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc déjà, un certain nombre d'entreprises pensent à cette période-là où l'organisation devra être plus un organisme, en tout cas sans filer trop loin la métaphore organique, mais en tout cas devra avoir la capacité à se reconfigurer autour d'attentes différentes. Alors, bon, là, c'est un scénario vraiment très prospectif, mais en réfléchissant à ça, on se disait, au fond, quels sont les facteurs de remise en cause de cette influence ? Est-ce qu'il va vraiment y avoir un nouveau modèle ? Pour l'instant, on a plutôt l'impression que c'est le même modèle qui perdure en évoluant, et que même les modèles qu'on pourrait appeler chinois ou indiens, pour l'instant, sont davantage des versions adaptées du modèle américain de conduite de l'entreprise et de l'organisation. Ce ne sont pas véritablement, pour l'instant, des modèles radicalement nouveaux. Ce ne sont pas des modèles de rupture. Et donc, il faut peut-être, de la même manière que ce modèle américain de conduite de l'entreprise, il est né d'une rupture géopolitique majeure après le second conflit mondial, est-ce qu'il faudrait un nouveau choc géopolitique majeur pour qu'émerge véritablement dans ces soubresauts un nouveau modèle, un modèle totalement différent de gouvernance et d'organisation de l'action collective en entreprise. Alors on passe le dernier. Juste avant de conclure, on va laisser le mot de la fin à Harris, qui nous a enregistré un message adapté à la situation et à l'endroit où on se trouve. Well, I'd like to quote something that Barack Obama said last week. I saw him and he gave a speech, and he said that if you today were to ask what other century you would like to live in, what other year you would like to have been born into, what other time period, you would probably say the best time in the world is right now.
There has never been a greater opportunity, a greater chance for people to basically succeed. There has never been less poverty. There has never been less wars. There has never been more intercourse among different people than we have today in this world. And so what I would say to a young person today, and I would say to all the students who are watching this is your moment and you should seize it, because it's a great moment. It's a chance whereby right now you can make a difference if you choose to go into the social services. It's a chance where you can come up with products if you decide to go into the business. And it's a chance where you can basically go anywhere in the world to practice whatever those arts are that you are becoming skilled in. So I would say it's a great moment. Doesn't mean that there aren't times where we will have hiccups. Clearly the global financial crisis was more than a hiccup. It was a disaster for many people. But overall, this is a great time to be alive, and it's a great time to take advantage of everything the world is offering us. Donc en fait, en conclusion, ce qu'on s'est dit quand on a entendu ce message, on dit c'est un très beau message. Hein. On pourrait même dire c'est très américain, très américain. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que finalement, nous, la façon dont on l'a analysé, ce qu'on comprend, et d'ailleurs ce qu'on vit au quotidien, c'est qu'en fait, on s'est demandé si la force de ce modèle qui a évolué, qui s'est muté, qui s'est matiné d'influences diverses au niveau international et régional, si finalement la force de ce modèle ne résidait pas finalement dans sa capacité à regarder le monde avec des yeux différents, avec un regard différent, et à regarder les situations de manière différente, et de les regarder finalement à travers un seul mot, un seul esprit, une seule notion, cette notion d'optimisme. Et ça peut paraître, pour le vivre au quotidien, ça peut paraître surprenant, mais dans la réalité, on s'était demandé finalement si, au-delà de toutes les analyses, de toutes les théories qu'on a essayé de découvrir et de faire partager, c'est que finalement, si ce modèle-là, il n'était pas finalement fondé sur une forme de volontarisme, une forme de volonté à transformer chaque situation en opportunité de faire quelque chose de positif, en une volonté de regarder systématiquement devant et de ne jamais regarder derrière, et de regarder tous les éléments, tous les événements, toutes les situations avec optimisme. Et c'est vrai que si à l'aune de tout ce qu'on vient de se dire, si on revisitait la slide qui traduisait cette citation, la Go West Young Man, qui était une phrase finalement de la grande époque des pionniers américains, qui à un moment, quand ils étaient coincés sur l'Est et qu'il n'y avait plus de richesse à trouver, on leur dit va à l'Ouest. On aurait presque envie de dire finalement le message au-delà de tout ça, est-ce que c'est pas Go West, Go East, Go North, Go South, Go whatever you want, enfin, peu importe, va quelque part. Il y a toujours un endroit où il va se passer quelque chose et où tu pourras t'exprimer de manière opportuniste et trouver une opportunité. C'est ce qu'on s'est dit, est-ce que c'était finalement pas ça, un peu le mot de la fin et donc finalement, si ce modèle, finalement, au-delà des théories, au-delà des classements, au-delà des process, si c'était pas avant tout une forme d'état d'esprit extrêmement différent qui nous influence, qui nous enrichit, qui nous fait regarder le monde avec positivisme et avec optimisme. Ouais, c'était un clin d'œil de fin. On se disait, ce qui est intéressant aussi, c'est finalement même la production d'une vision critique de cette société-là, hein, même quand il y a une vision critique et pessimiste, organisée dans une série qui s'appelle Black Mirror, et ben c'est les États-Unis qui proposent cette vision critique des technopouvoirs, des médias sociaux. Et ça ne les empêche pas par ailleurs de faire muter leur modèle pour qu'ils continuent à exister, quoi. Voilà ce qu'on voulait vous dire. On est disposé. Je vous remercie pour votre intervention, fort intéressante. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de terminer sur une note positive, notamment quand vous avez plein de jeunes qui sont motivés dans la salle. On va désormais passer à la partie sur les questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à nos deux intervenants. Le micro arrive par derrière, un instant.
Vous avez dit tout à l'heure une citation qui disait Failure is not an option. En fait, pourtant, on sait très bien qu'ils aiment beaucoup apprendre de leurs erreurs, d'échecs et tout ça. Est-ce que ça ne serait pas plutôt failure is not option ou alors failure is not final option? Enfin bon, parce que d'un autre côté, en France aussi, alors c'est peut-être pas rentré dans les mœurs, mais on dit aussi l'impossible n'est pas français. Alors, est-ce que ça vient aussi un peu de l'outre-Atlantique ou c'est vraiment quelque chose qui est culturel? Voilà. Première question. Deuxième chose, en dernier, oui, quand on parlait de process, est-ce que c'est un peu la même chose quand on utilise en France le mot protocole ou rien à voir? Enfin, c'est un peu deux questions. Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'en français, on dit impossible n'est pas français. Mais la différence, je crois, c'est qu'on n'utilise jamais ça dans une organisation. On dit jamais impossible n'est pas français. Alors qu'on utilise continuellement failure is not an option sans même connaître l'origine de cette citation. Et par ailleurs, c'est un exemple qui nous a frappé parce qu'on sait très bien que la NASA s'est plantée de nombreuses fois et que c'est en particulier leur optimisme continu qui les a amenés à l'échec dans certains échecs dramatiques de leur histoire. Vous savez, il y a eu de nombreuses enquêtes sociologiques sur pourquoi ils se sont plantés. Donc on voit à quel point c'est devenu une espèce d'incantation un peu, de dire failure is not an option, même quand on n'a pas nécessairement les moyens de pas échouer finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à contrario sur les managements à la française, entre guillemets, enfin les pires, par exemple, à un moment donné, Orange pour ce qui était privé, maintenant un petit peu on parle des hôpitaux pour ce qui est public. Qu'est-ce qui est malade dans certaines modes managériales françaises? C'est pour lui. C'est pour moi. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont malades. Après, je pense qu'il y a aussi, il ne faut pas comparer ce qui est de l'ordre plus de l'entreprise publique et de l'entreprise privée, où voilà, on va trouver des différences, on va exagérer les différences. On en parlait tout à l'heure, ce matin en descendant dans le train, en venant en train, et je pense que le premier élément, je pense qu'il y a un élément, même s'il y a plus de similarités dans les modes de fonctionnement français et américains qu'on peut l'imaginer. Par exemple, il y en a beaucoup plus que si on devait se comparer aux modes japonais ou allemands, qui sont beaucoup plus basés sur du consensus et des grandes discussions pendant très longtemps pour arriver à finalement un consensus et après mettre en œuvre. Je pense qu'un élément de différence quand même entre les deux pays ou les deux systèmes, il y a quand même un élément de discipline. Je pense qu'elle est assez fondamentale. Je pense qu'il y a à un moment probablement ce que disait Eric en début, c'est qu'il y a quand même d'un côté américain une valorisation quand même et un sens du groupe et du collectif qui est probablement très supérieur à ce qu'on peut avoir chez nous, où finalement, au nom du respect de l'individu et de la liberté individuelle et de la liberté de penser et de toutes ces choses-là qui sont formidables et qui seront partie de notre héritage et de notre culture, finalement, on a parfois du mal à mettre toutes ces énergies ensemble au service d'un objectif commun. Là où tu es dans une culture nord-américaine, on a quand même beaucoup plus, tout en ayant un sens du travail collaboratif, mais au nom d'une équipe et d'un objectif commun. Donc je pense qu'il y a un gros élément de différence là-dedans. Alors je pense qu'est-ce qu'on pourrait changer? Je pense que effectivement tout ce qui est mode de travail collaboratif et tout, chez nous on peut beaucoup progresser. Alors nous on est, même chez nous, c'est pas parce qu'on est une entreprise américaine qu'on est modèle et qu'on travaille. D'ailleurs on n'est pas tous américains, on est plutôt majoritairement de plein de pays du monde. Je crois que dans le groupe on doit être 28 nationalités différentes à Paris, mais majoritairement pas du tout américaines. Donc c'est aussi difficile, mais je pense qu'on a une marge de progression majeure en France dans le travail en commun, la discipline, la rigueur et la mise en une sorte de mise en commun d'intérêt général et de ne pas rediscuter en chemin, en cours de process, toutes les choses qui ont été approuvées, quoi. Juste pour revenir sur votre question, la deuxième question, oui, protocole n'est pas du tout une notion qu'on utilise dans le monde de l'entreprise. On l'utilise vraiment plutôt dans le champ académique, scientifique.
Le process, c'est vraiment le... Ça a tenu un nom commun français. C'est-à-dire qu'on parle de process à longueur de journée, pour un pays qui est soi-disant pas si processé que ça, mais on utilise le mot process à longueur de journée, et c'est ce truc barbare de Rasky, ça arrive, je dirais pas que ça arrive tous les jours dans le groupe, mais oui, au moins 1 ou 2 fois par semaine, à un moment, dans des réunions, il y a quelqu'un qui dit, là, je pense que pour arriver au bout de ce process, il va falloir faire un Rasky. Quand même. Il y a des situations très drôles, où les phrases s'enchaînent avec des termes anglais, et pour quelqu'un de l'extérieur, c'est incompréhensible en fait. Et pourtant, on dit que c'est l'apanage des publicitaires. Pour le moment, on n'a pas employé un mot du jargonnage publicitaire. On n'est que dans le jargonnage managérial américain. Oui, une petite question en fait sur... il y a certaines entreprises américaines qui ont réintroduit la notion de campus, comme Google, etc. Et on voit maintenant des entreprises françaises qui se mettent aussi à dire « tiens, j'ai mon campus ». Donc c'est assez intéressant ce côté « je me recrée un territoire » alors que par définition, je suis une entreprise internationale aux 4 coins du monde. Je voulais juste avoir votre point de vue sur ce côté un peu paradoxal de se recréer un cocon alors que dans le même temps, on étend son influence un peu dans le monde entier, etc. Et qu'on parle finalement tous le même langage, mais finalement, il y a comme cette bulle qu'on recrée malgré tout chez Google ou chez Apple, etc. Alors, je pense qu'il y a, enfin, juste une petite, toi tu compléteras. Je crois que chez les méga entreprises type GAFA, il y a une stratégie assez organisée aujourd'hui qui consiste à essayer de se rendre fréquentable et à adopter des pratiques, des projets, des initiatives qui permettent de faire baisser le niveau de pression et de surveillance. Et c'est lié évidemment avec l'augmentation de la puissance de ces organisations. La lecture, j'en avais de ces campus qui fleurissent. C'était plus effectivement dans ce sens-là, et plus aussi une volonté de recréer des espaces de travail collaboratif où le bien-être est plus mis en avant, où quand on parle de campus, on parle plus de partage, on est plus un effet de management des gens qui sont sur ce site-là, et parfois de marketing. Il y a d'autres entreprises, y compris françaises, qui ont créé, beaucoup, multiplient, ont créé des campus. C'est plus moderne. Ça dit apprentissage permanent dans un monde où les choses ne sont pas établies. Il faut continuer à apprendre. On apprend ensemble. On est en mode collaboratif. Je crois que c'est aussi dans ce sens-là que moi je dirais le terme de campus, plus que dans une volonté de recréer des replis, parce que les GAFA recréent ce type de campus. Alors il y a toujours le campus d'origine qui est au headquarter, mais chez Facebook à Paris, chez Google et tout, la façon dont ils ont organisé leur espace est aussi organisée sous forme de campus, vu que justement pour asseoir à la fois leur puissance et leur influence, ils ouvrent leurs espaces. Nous, par exemple, partenaires et à la fois parfois concurrents, les groupes de communication, pour former nos collaborateurs, pour diffuser la bonne parole, pour qu'on soit bien meilleur sur les réseaux sociaux et qu'on fasse des bonnes recommandations à nos clients. Donc, ils ont aussi des formes de campus en dehors des États-Unis. Très bien, on arrive à la fin de la conférence. Alors, je vous remercie pour votre venue et je vous remercie également, vous, le public, pour votre présence. J'espère que ça vous a plu.